Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas Herman, je suis avant-vente spécialiste dans les solutions software defined au sein de Dell EMC. Et aujourd'hui, je vais discuter avec vous et vous présenter comment moderniser son data center avec nos solutions software defined. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais juste vérifier ce point avant d'aller un peu plus loin. Donc, euh, ok. Donc, nous allons commencer. Donc, premièrement, pour commencer, on va faire un peu un état de ce qui se passe actuellement dans le monde en fait du stockage et dans le monde de l'infrastructure et surtout dans le monde en fait de l'informatique actuelle. Ce qu'on peut remarquer et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que toutes les nouvelles technologies orientées troisième plateforme, donc troisième plateforme, ce qui veut dire big data, les applications mobiles, tout ce qui est cloud, tout ce qui est relatif aux réseaux sociaux, a changé la manière dont le business est fait au sein des entreprises et donc a amené également une nouvelle manière de générer de nouvelles applications et surtout une demande accrue en fait pour des infrastructures de plus en plus scalables et qui aussi derrière génèrent énormément, mais vraiment énormément de data. Quand on regarde notamment tout ce qui est réseaux sociaux ou Facebook, moi qui suis un utilisateur acharné de ce genre de réseaux sociaux, je tweete énormément de photos par jour et sur Facebook également. Donc on peut voir globalement qu'à l'échelle mondiale, ça génère énormément de trafic et surtout énormément de ressources réseau. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un shift en fait dans les technologies, dans le sens où ça fait un moment déjà qu'on a commencé à aborder tout ce qui était software defined au sein de nos entreprises, notamment avec l'avènement des environnements virtuels pour tout ce qui est ressources de calcul. Donc typiquement, on va parler d'hyperviseurs qui sont arrivés déjà depuis plusieurs années, plusieurs même dizaines d'années, si on peut même dire ça comme ça. Le réseau aussi a commencé, est déjà là, entre guillemets, à pointer le bout de son nez dans le monde de la virtualisation et du software defined network. Et la question c'est, où en est-on d'un point de vue stockage? Et c'est justement le moment où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est comment répondre à ces problématiques et comment justement le software defined storage va s'intégrer de plus en plus dans les entreprises pour répondre à leurs problématiques. Donc bien sûr, on pourrait agrémenter ça de quelques chiffres, dans le sens où ce qu'on remarque aussi également, en tant que constructeur de stockage depuis de très très longue date, ce que l'on voit, c'est que le stockage dit traditionnel, donc toutes les baies physiques qui existent dans tous les data centers d'aujourd'hui, c'est un marché qui est en déclin d'environ 16% à peu près tous les ans, comparativement à un marché de tout ce qui est software defined storage, qui est plutôt en progression de 23% de 2012 à 2026, avec justement une augmentation de ce chiffre encore plus importante depuis 2014 jusqu'à 2020. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette problématique. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui si on a besoin de plus en plus, en fait, pour répondre à ces nouvelles applications, d'infrastructures scalables et surtout de quelque chose qui est simple. Parce que d'un autre côté, on doit répondre à une autre problématique, c'est effectivement le dilemme des DSI. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent principalement réduire les coûts, c'est-à-dire fonctionner avec un budget de plus en plus petit, tout en ayant d'un autre côté un besoin en termes d'application, en termes de gestion de la donnée qui est accrue, d'optimiser aussi également la capacité pour les performances et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans un dilemme aujourd'hui, c'est comment faire plus avec moins. D'accord? Donc sur des infrastructures traditionnelles, on verra que ça peut poser problème et on verra comment on répond à cette problématique. Et donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que d'ici à 2020,
on aura créé par année plus de 44 zettabytes par an, ce qui est assez énorme. Donc on va avoir aussi ce qu'on appelle des applications modernes qui vont arriver de plus en plus et qui vont être surtout de plus en plus importantes au sein de l'IT, qu'on va aussi devoir gérer d'ici à 2018, plus qu'un seul administrateur devra gérer plus d'1 pétabyte de données. Donc il est clair que si je fonctionne avec une infrastructure traditionnelle, ça va être très très compliqué. Et aussi on va avoir d'autres aspects qui sont soit je construis mon architecture et donc effectivement je vais avoir des coûts moindres pour réduire les coûts, pardon. Soit je l'achète, par contre là c'est un autre avantage, c'est pouvoir aller plus vite sur le marché dans le sens où je n'ai plus à me soucier de comment créer mon architecture, j'achète une architecture clé en main. Donc ce que l'on peut voir ensuite, c'est les challenges de la transformation. Donc pour les faire simplement, ce qu'on voit aujourd'hui avec le stockage traditionnel et les architectures traditionnelles, c'est qu'on ne peut plus continuer indéfiniment avec ce genre d'architecture. Donc bien sûr, cette architecture n'est pas morte, elle va encore survivre bien au-delà de plusieurs 10 ou vingtaines d'années, mais la question c'est est-ce qu'on va continuer à faire grossir cette architecture qui a certaines contraintes versus faire intégrer de nouvelles architectures beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles pour répondre aux problématiques que nous avons aujourd'hui. Donc il est vrai qu'avec une architecture traditionnelle, on va avoir déjà tout ce qui est la complexité de tout ce qui est tech refresh, avec les risques que l'on peut avoir dans le fait de migrer des données, avoir aussi le fait d'avoir un investissement assez important au départ, parce que du fait que c'est une architecture qui est entre guillemets monolithique, je dois la prévoir pour un certain nombre d'années, parce que je dois sizer mon architecture, ma baie de stockage de telle manière à ce qu'elle supporte les évolutions que je prévois, mais qui ne sont même pas sûres d'être accurate, si j'arrive pas à le trouver le mot en français. Le problème d'installation également, dans le sens où tout ce qui est installation, implémentation, déploiement, ce sont des projets assez lourds. On va avoir aussi la nécessité d'avoir un réseau dit FC, donc un SAN dédié, donc un réseau spécifique avec du storage, avec du hardware spécifique créé par des constructeurs, dont nous faisons partie, d'avoir aussi une problématique opérationnelle dans le sens où on va foncièrement créer des silos applicatifs dans le sens où un silo Oracle, par exemple, qui est utilisé à 90%, ne pourra pas aller utiliser le silo VMware ou d'une autre application qui est sur une autre technologie, qui lui est utilisé à 20%. Donc je perds de l'efficacité aussi d'un point de vue stockage. Et bien sûr, je vais avoir une problématique de hotspot, de problèmes de scalabilité, et ainsi de suite. Et donc, comment répondre à cette problématique et comment s'intégrer dans cette démarche dite de modern data center ou le data center de demain, entre guillemets, c'est notre première vision est de dire, ok, aujourd'hui, le flash est une manière de répondre à l'ensemble des problématiques. Pourquoi? Parce que je ne me pose plus la question des performances de l'environnement. De base, je suis avec les disques, en tout cas une technologie extrêmement rapide, et donc je vais pouvoir répondre rapidement et de manière efficace à mes applications. Je vais pouvoir aussi intégrer des solutions dites scale-out, dans le sens où je vais pouvoir commencer très petit, pouvoir aller très loin et surtout gérer mes besoins de manière vraiment fine, dans le sens où je ne déploie que ce dont j'ai besoin, et si j'ai besoin de quelque chose de temporaire, je le déploie, et quand j'ai fini, je ressors ces serveurs, je les redédie à autre chose. Donc j'ai vraiment cette capacité, je dirais, à pouvoir aller vite et de pouvoir faire exactement ce que je veux à l'intérieur de mon système. On va pouvoir aussi également supprimer tout ce qui est migration d'un point de vue stockage, dans le sens où je suis dans une architecture scale-out. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'enlève des nœuds à la volée sans aucune action disruptive au sein de ma solution. Donc je vais pouvoir
éventuellement, par exemple, j'ai de nouveaux donc je fonctionne sur des serveurs, je vais sur une marque, j'arrive à la fin de cette marque, je change de contrat, je rajoute des nouveaux serveurs au fil de l'eau et j'enlève les anciens serveurs au fil de l'eau. Plus de process de migration assez lourd à gérer et donc plus d'upgrades non plus disruptives à gérer au sein de mon architecture. Et ce qui est bien aussi, c'est comme je disais, c'est qu'on va pouvoir commencer vraiment tout petit et scaler et aller, en tout cas, faire évoluer mon architecture à plusieurs milliers de nœuds. Donc vraiment répondre à plein de problématiques. Ensuite, quand on parle de software defined, c'est le fait de justement de pouvoir utiliser du matériel totalement banalisé et être complètement agnostique en fait de ce matériel à partir du moment où c'est du x86 bien évidemment et donc également aussi de tout ce qui est média dans le sens où on va pouvoir avoir aussi bien des disques flash de différentes capacités, de différents types, dans le sens où des flashs plus ou moins performants. On va pouvoir utiliser tout ce qui est carte PCI flash également. On va pouvoir utiliser tout ce qui est disque mécanique, parce que peut toujours les utiliser aujourd'hui pour tout ce qui est typiquement archive ou backup ou des choses comme ça. Et vu qu'on est aussi dans le monde software defined, aussi un des points très importants, c'est être le plus agnostique aussi d'un point de vue OS et hyperviseur, dans le sens où ma solution doit devenir en fait le building block standard de mon data center, peu importe les applications que je dois faire tourner dessus, peu importe le type d'application, si c'est ce qu'on appelle de la plateforme 2, donc des applications legacy, ou de la plateforme 3, si c'est ce qu'on appelle des applications plus modernes. Et je dois toujours garder ce même socle. Pourquoi? Parce que je veux simplifier mon architecture principalement. Ensuite, je vais pouvoir aussi effectivement travailler sur ce qui est hyper converge, mais aussi éventuellement, pourquoi pas, storage only, dans le sens où je veux aussi me laisser la liberté de dire, ok, je n'ai pas besoin de plus de ressources de calcul parce que je suis correct aujourd'hui en termes de design, en termes de sizing. Par contre, je vois que mes données sont en train de grossir et grossir et grossir, et donc je voudrais aussi me laisser la possibilité de faire grossir mon stockage de manière décorrélée de mes ressources de compute. Et dernier point, c'est quand on parle de confiance dans la solution, c'est qu'on va pouvoir avoir un niveau de résilience vraiment très important avec des 6.9 sur l'architecture. On va pouvoir s'intégrer dans LDAP, on va pouvoir s'intégrer avec de l'encryption, on va pouvoir aussi garantir la donnée dans le sens en faisant du in-flight checksum pour garantir que la donnée est toujours correcte entre le moment où elle est partie et le moment où elle arrive et elle est écrite. Donc bien sûr, les avantages de tout ça, c'est de réduire d'un point de vue OPEX et CAPEX la gestion de son architecture et le coût de son infrastructure, tout en améliorant la performance, l'agilité et surtout le point très important, c'est le time to market, dans le sens où aujourd'hui le business met de plus en plus la pression pour la mise à disposition des nouvelles infrastructures. Alors, que propose Scale.io? C'est très simple. Déjà, première chose, c'est une solution massivement scalable qui va utiliser en fait la distribution des volumes d'un point de vue serveur. Donc, ce qui va nous permettre de garantir en fait des performances énormes au sein de la solution et surtout de garantir une linéarité dans le sens où plus je rajoute de nœuds, plus je suis performant. On va avoir aussi une solution qui est autoréparatrice dans le sens où elle va éviter tout ce qui est hotspot, elle va offrir du 6.9 comme je parlais tout à l'heure, elle va aussi fournir un très haut niveau de disponibilité et voire même pouvoir gérer aussi tout ce qui est, comme je disais, hotspot et rajout de volumétrie, suppression de volumétrie pour faire tout ce qui est rebalance et autres. On va pouvoir aussi faire offrir la possibilité de partager du stockage avec tous les environnements qui se trouvent au sein du data center, ce qui fait qu'on va pouvoir partager du stockage avec tous les clusters VSX, mais aussi avec des clusters bare metal ou virtuels sur Oracle VM, pourquoi pas pour Oracle, pour répondre à différentes problématiques que je peux avoir au sein de mon data center, et aussi pourquoi pas partager le stockage avec des solutions plus novatrices comme CoreOS, et donc faire tourner des Docker et faire du conteneur stateful et du stockage persistant au sein de nos Docker, de nos conteneurs. Un autre point aussi important, c'est le fait d'avoir totalement intégré le multipassing, ce qui fait que je ne m'appuie pas sur un logiciel tierce pour
optimiser l'accès à mes données et l'équilibrage de charge. Et comme je disais aussi tout à l'heure, on va pouvoir, afin de répondre aux différentes problématiques au sein de son data center, faire du storage only, donc c'est-à-dire du two-layer, du client-serveur, des serveurs de compute uniquement, des blades par exemple qui accèdent au stockage Scala.io, mais également de l'hyperconverge, où là on va avoir un hyperviseur qui va tourner en même temps que les services de stockage. Donc comment fonctionne Scala.io? C'est très simple. Ce que l'on fait, c'est donc on est basé sur de la serveur communauté, donc on va installer tout simplement sur n'importe quel serveur standard x86 sur lequel un OS ou un hyperviseur tourne, on va installer un agent qui a vraiment une footprint toute petite dans le sens où ça prend moins de 50 MB de RAM et quelques pourcentages de CPU sur les serveurs en termes de clients donc, et de serveurs. On va aussi agréger tous les disques au sein de tous ces serveurs pour créer un seul pool de stockage. Et ensuite, une fois que ce pool de stockage a été créé, ce qui est très important, c'est qu'on va pouvoir aussi ajouter ou enlever du stockage ou du compute sans aucun arrêt de service à l'intérieur de ce cluster avec, comme je disais tout à l'heure, des mécanismes intelligents de load balancing. Donc, les bénéfices qu'on peut retirer de ça par rapport à Scala.io, c'est premièrement, vous l'avez compris, c'est le fait de pouvoir être massivement scalable. Donc, on va pouvoir commencer à aussi petit que 3 nœuds et aller à plusieurs milliers de nœuds. Donc, vraiment, comme je disais, suivre la courbe d'évolution des besoins d'infrastructure au sein de l'entreprise. On va pouvoir offrir des performances vraiment très élevées dans le sens où comme je disais, vu que le stockage est massivement distribué, plus j'ai de nœuds, plus forcément je rajoute de la performance, et donc je vais pouvoir aller très loin là-dessus. On va pouvoir scaler à l'intérieur, faire un scale out et scale down à l'intérieur des machines, donc c'est-à-dire je peux même enlever des disques dans des machines, ajouter des disques dans des machines ou ajouter des nouvelles machines à l'intérieur du cluster sans toujours arrêt de service. On va pouvoir aussi fournir dans ses bénéfices la possibilité d'avoir le choix de déploiement de son infrastructure du fait qu'on est totalement agnostique de l'hyperviseur, de l'OS et du matériel, et bien sûr faire des économies substantielles par rapport à du SAN traditionnel, dans le sens où d'une, on est basé sur de la commodité, de deux, on est basé sur de l'Ethernet, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les data centers, donc on supprime un réseau dédié qui s'appelle le SAN, et donc aussi on va d'un point de vue simplification des opérations, on va aussi y voir un gain assez important. Donc juste un petit rappel dans le sens où voilà comment fonctionnaient les systèmes donc dans du DAS avant Scala.io. Donc chacun des serveurs avait ses propres disques et donc pouvait utiliser les ressources uniquement de son propre serveur. Et donc ce qu'on propose avec Scala.io, c'est d'agréger l'ensemble de ces ressources, que ce soit aussi bien en IOPS ou en termes de volumétrie, et de faire un seul pool et un seul cluster de stockage, comme je disais, massivement distribué, pour permettre effectivement d'améliorer, je dirais, les ressources. Donc, différentes configurations disponibles. On va pouvoir soit faire du storage only, ça c'est dans un cas où, par exemple, j'ai des serveurs, ils sont tout neufs, j'ai des blades, je n'ai pas envie de les changer, et donc, par contre, j'ai besoin de changer, de faire évoluer mon architecture de stockage pour certaines raisons. Et donc là, je vais commencer petit à petit à me dire, ok, je vais commencer à intégrer du software defined storage, et donc je vais mettre des nœuds vraiment basiques qui contiennent juste du stockage et un OS bien évidemment, et installer mon Scala.io, chaque composant étant séparé, le client étant sur le serveur qui gère les applications et le composant de stockage Scala.io étant sur le serveur de stockage. Ensuite, l'autre possibilité est de dire pourquoi pas faire de l'hyperconverge dans le sens où mes serveurs, j'ai un gros projet où mes serveurs ont déjà des disques à l'intérieur et pourquoi pas les réutiliser, et je voudrais en même temps fournir à mes applications un accès direct à du stockage là où tournent mes applications, et donc réduire aussi l'empreinte dans mon data center et réduire le nombre de racks nécessaires pour faire tourner mon infrastructure. Et donc bien sûr, les deux peuvent être mixés en même temps. Je peux avoir du storage only et de l'hyperconverge et les faire grossir à volonté en fonction des besoins que j'ai à l'intérieur de mon data center. Autre point,
comme je disais tout à l'heure, c'est avec Scale.io, vu que on va pouvoir faire grossir ou réduire les ressources en termes de compute ou de stockage. Donc, voyons la petite animation. Donc là, on voit que j'ajoute, que je supprime du stockage, ou que je réalloue du stockage ou des ressources pour faire autre chose. Tout ça se fait de manière totalement transparente, totalement non disruptive et sans arrêt des IOPS, ce qui permet déjà effectivement de supprimer tout ce qui est capacity planning et bien évidemment d'éliminer tout ce qui est migration. Et donc ce qui réduit effectivement la complexité de son architecture. Un autre point, et c'est un des plus importants, c'est le fait que le système, comme je disais tout à l'heure dans les slides précédents, est totalement auto-immune, si on peut dire ça comme ça. Donc il va automatiquement gérer la charge de ses serveurs pour faire en sorte qu'il fasse un auto-balance dans le sens où tous les nœuds du cluster doivent être utilisés de la même manière et il ne doit pas y avoir de hotspot à l'intérieur d'un seul et même cluster et même à l'intérieur d'un seul et même node, dans le sens où des disques pourraient être plus chargés que d'autres. Donc en permanence, il va contrôler ça pour justement assurer que le cluster est tout le temps équilibré. Ensuite, on rajoute de la ressource à l'intérieur où on en enlève. Ce n'est pas un problème justement parce qu'il va continuer en fait à rééquilibrer le stockage. Et donc, ce qui nous permet, par exemple, quand on veut faire des campagnes de mise à jour, ou comme je disais tout à l'heure, quand on doit changer les serveurs pour x, y raison, je mets un nouveau serveur, j'enlève un nouveau serveur, et il va automatiquement se rebalancer. Quand j'ai un serveur qui tombe en panne, ce qui va se passer, c'est que derrière, automatiquement, il va gérer ce qu'on appelle un rebuild. Donc, ce qui va nous permettre, du fait que l'ensemble des serveurs vont participer à la tâche de reconstruction des données, d'aller extrêmement vite dessus et justement de tenir les 6.9 dont je parlais tout à l'heure. Et donc, bien sûr, il sait gérer le fait qu'en même temps que j'ajoute ou que j'enlève des nœuds, je puisse perdre des nœuds sans aucun problème dans le système. Alors, j'ai un slide qui est passé à l'as, je reviens dessus. Ah, non, il est passé à l'as. Donc, derrière, hop, pardon, hop. Donc, bien sûr, les bénéfices, je reviens sur là où j'étais tout à l'heure, mais c'est ce que je disais en fait sur les bénéfices de Scale.io. Ce qui est principal, ce qu'il faut voir, c'est il y a une étude qui a été faite par IDC auprès de plusieurs clients et qui démontre en fait que le Software Defined Storage, Scale.io, mais au global, permet de réduire en fait l'indisponibilité des serveurs, enfin du système de 96%, d'avoir un déploiement applicatif amélioré de 32% en termes de rapidité et surtout un TCO, et ce qui est le plus important aujourd'hui, inférieur de 50% par rapport à ce qu'on pouvait retrouver aujourd'hui. Donc comment consommer Scale.io aujourd'hui? C'est très simple. On a trois manières de le faire, comme je vous disais depuis tout à l'heure, on est sur du software defined. Donc de base, si on veut être le plus agnostique possible et donc faire du do it yourself entre guillemets, on va partir sur le Scale.io software qui va laisser tous les choix en termes de hardware que l'on souhaite mettre en œuvre et ainsi de suite, des switches, tout ce que l'on veut. Ensuite, on a une solution un peu plus packagée qui va permettre de ne pas se soucier du est-ce que le hardware que j'utilise est le plus optimisé pour mon software Scale.io. Et donc là, on va fournir un certain nombre de modèles orientés sur comment basés sur des serveurs Dell sur lesquels on va fournir donc soit de l'hyperconverge ou du storage only avec des configurations all flash ou non et bien sûr complètement optimisées pour fonctionner avec Scale.io. Et le dernier, qui est vraiment là pour les grosses entreprises qui ont besoin d'infrastructures et qui veulent faire de la consumérisation de l'architecture, c'est-à-dire devenir client de l'architecture et non plus constructeur de l'architecture. On a ce qu'on appelle des VX Rack Flex, dans le sens où on rentrera un peu plus dans le détail après, où là on fournit en fait un rack complet avec le stockage, avec le compute,
avec Scale.io à l'intérieur et avec bien sûr le support unique, le lifecycle management au sein du serveur et aussi le réseau, donc on fournit la stack de bout en bout. Donc pour aller rapidement sur les Scale.io Ready Node, ce que l'on peut voir, c'est que depuis en fait, depuis un petit moment maintenant et surtout depuis le rapprochement avec Dell, c'est qu'on a pris en fait les meilleurs serveurs qu'on pouvait trouver par rapport à ce dont on avait besoin et bien sûr les compétences et ce que fait notre soft Scale.io pour faire le mariage parfait entre guillemets entre ces deux solutions et fournir une solution pré-packagée, pré-validée et pré-testée en usine pour fournir la meilleure expérience dans le data center. Et donc, on va combiner là-dedans des serveurs de dernière génération Dell, PowerEdge, une architecture complète, le fait de pouvoir simplifier aussi son capacity planning et le planning de déploiement et de construction de l'architecture en ayant derrière la possibilité effectivement d'utiliser du software defined. Donc là-dedans, ce qu'on va retrouver dans les Scale.io Ready Node, donc c'est déjà, comme je disais tout à l'heure, ils vont être préconfigurés et qui vont être optimisés pour faire tourner et faire fonctionner Scale.io. Ils sont préqualifiés dans le sens où tous les composants ont été validés auprès de Dell et certifiés auprès de Dell pour fonctionner ensemble. On va fournir les performances optimales, les meilleurs SLA et un temps plus rapide aussi pour faire du troubleshooting au niveau des serveurs. Et derrière, ce qui est un des points très importants, c'est un point unique en termes de vente, en termes en termes d'achat, de support, et donc derrière pour réduire aussi pour avoir un ROI, je dirais, plus rapide. Donc, pour aller rapidement là-dessus, on est sur du hardware, comme je disais, vraiment très moderne, donc avec les derniers processeurs, les derniers serveurs chez Dell, afin d'optimiser justement ce fonctionnement pour Scale.io. On va y intégrer toute la partie Software Defined Storage, comme je disais, qui est Scale.io, pour derrière aider, je dirais, à moderniser et transformer son data center tout en offrant de la scalabilité, de la performance et surtout de l'élasticité au sein de son data center, d'avoir la possibilité d'aussi bien faire du all flash que autre chose, mais surtout avoir la plus haute densité, la plus haute capacité disponible. Avoir derrière aussi, via SanDisk Dash la possibilité justement d'avoir une couche de caching à l'intérieur de la solution pour améliorer tout ce qui est read et write à l'intérieur de la solution Scale.io, dans ce cas-là quand on n'utilise pas du full flash. Et dernier point, et non des moindres, le fait de pouvoir fonctionner avec tout type d'OS en même temps, c'est-à-dire que je vais pouvoir mixer tous les types d'OS au sein de mon data center. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure le fait d'avoir un building block standard au sein de son data center et derrière de pouvoir offrir cette flexibilité du choix au niveau des OS ou des hyperviseurs et donc être le plus flexible possible pour répondre aux stratégies du métier. Donc rapidement, je vais passer sur les Scale.io Ready Node. Donc on a deux types de nodes entre guillemets. Un qui va être beaucoup plus orienté compute, qui va être tenir sur un U et qui va être ce qu'on va appeler la série DC et DS pour tout ce qui est Density Compute et Density Storage, qu'il soit full flash ou non, c'est ce que dénomine le F à la fin. Donc tout ce qui est DC va être en hyperconverge, tout ce qui est DS va être en storage only. Ensuite, c'est basé sur du R630 de chez Dell, et le deuxième qui est du high capacity, plus orienté high capacity, donc 24 disques, beaucoup plus dense en termes de stockage, va pouvoir aussi offrir soit d'hybride, soit du full flash, soit hyperconvergé, soit storage only. Donc, ce qu'on va voir assez rapidement, c'est qu'on a énormément de modèles, et donc ce qui laisse au final énormément de choix à la fin au client pour définir son architecture et l'aider à répondre à toutes ces problématiques et en même temps avoir la possibilité de mixer un maximum de nœuds différents au sein d'une seule et même architecture. Donc toujours cette notion de building block qui est très importante à mes yeux. Donc on peut voir qu'il y a pour différents
différents fonctions qui sont disponibles, peu importe que l'on choisisse des hautes capacités ou des hautes performances, tout est disponible en termes de serveurs. Et donc on a aussi une branche hybride au sein de nos serveurs qui permettent notamment d'adresser des problématiques alors pas foncièrement de capacité, mais qui peuvent être aussi liées à des termes de coûts et pour des environnements un peu différents. Mais l'important à noter, c'est que tout est disponible et tout est simple à l'intérieur de cette solution. Donc, qu'est-ce que délivre en fait, notamment par exemple tout ce qui est Scalio Ready Node All Flash, c'est d'avoir le maximum de performance, d'avoir un temps de latence vraiment très faible et de maximiser les ressources dans le sens où on va pouvoir répondre à différentes problématiques, comme j'expliquais tout à l'heure, notamment pourquoi pas des bases de données transactionnelles qui ont besoin d'énormément de performance et donc d'avoir justement être plus proche entre guillemets de l'applicatif, surtout pour des applications qui ont besoin de performance et de latence vraiment très faible. Ce qu'on va pouvoir aussi fournir dans la partie hybride, c'est qu'on va justement pouvoir, via les mécanismes de caching, offrir la possibilité justement d'améliorer les performances et surtout le temps de réponse en termes de données les plus utilisées. Donc on va être basé, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur SanDisk Dash qui est un software qui tourne également aussi au niveau de l'operating system et qui va prioriser de manière intelligente les datas dans les SSD et les données chaudes dans les SSD, les données froides les stagées sur les disques mécaniques. Donc ce qui va nous permettre d'avoir d'une manière simple une possibilité d'optimiser les disques mécaniques via ce mécanisme de cache. Et derrière, ce qu'on va offrir surtout, parce que très bien, l'architecture est là et c'est parfait, c'est comment je gère mon architecture aujourd'hui et comment je manage et comment je m'intègre avec mes Scalio nodes dans une architecture existante. Donc premièrement, je vais avoir une GUI très simple qui va nous permettre de gérer tous les aspects stockage back-end, front-end, donc créer des volumes, ajouter des nœuds et avoir aussi une vue vraiment simplifiée, un dashboard simple sur mes opérations de rebuild, mes opérations de rebalance, l'état de santé de mon cluster. Je vais aussi m'intégrer via un plugin dans tout ce qui est VMware vSphere, donc directement depuis l'interface web vSphere, donc ce qui est très bien pour les administrateurs VMware, je vais pouvoir donner l'accès à toute l'architecture de stockage. On fournit également une API REST via une gateway qui va nous permettre de nous intégrer notamment dans tout ce qui est OpenStack, donc dans tout ce qui est Cinder et autres, et aussi dans tout ce qui est orchestrateur si nécessaire. On va s'intégrer aussi notamment dans tout ce qui est Viper SRM pour tout ce qui est monitoring, reporting de la solution et tout ce qui est contrôleur en termes d'automatisation du provisioning du stockage. Et bien sûr, on va s'intégrer dans tout ce qui est Hydrac pour tout ce qui est gestion du serveur, mise à jour de firmware, accès direct à la machine et donc pouvoir prendre la main dessus et faire des mises à jour. Donc, ce qui est très important à noter là-dedans, c'est garder à l'esprit que c'est une solution qui est totalement prévalidée, prétestée, un seul support, un seul point de contact pour l'extension ou les upgrades de nodes, qu'on va pouvoir aussi bien fournir tout ce qui est all flash, tout ce qui est hybride, que c'est basé sur du software defined, donc on va intégrer toutes ces notions de scale out et ainsi de suite à l'intérieur de cette fonction, tout en fournissant effectivement derrière la possibilité de faire des économies substantielles, ne serait-ce que par une efficacité beaucoup plus élevée que du SAN traditionnel, et derrière, bien sûr, réduire tout ce qui est coût opérationnel via l'élasticité de la solution et ce qui va avec. Donc ça, c'est ce que l'on pouvait voir justement sur ce que je disais par rapport aux trois cas d'usage, trois manières de consommer Scalio, donc qui est la première, le software
only, donc là on fait ce que l'on veut, on s'intègre, donc ce qui va très bien je dirais pour des web compagnies, pourquoi pas, qui ont déjà tout leur système de provisioning de serveurs et qui veulent qui automatisent aussi derrière tout ce qui est déploiement via du Puppet ou autre. On a ce qu'on vient de voir, la partie Scale.io Ready Node, où là on ne veut pas se poser la question sur quel type de serveur je dois prendre et comment je gère l'approvisionnement de mes serveurs et de l'intégration de mon soft. Donc ça, c'est le Scale.io Ready Node. Et le dernier qui est vraiment, je veux me soucier de rien du tout, c'est-à-dire je veux avoir une architecture clé en main qui arrive dans mon data center et que j'utilise. Là, c'est le dernier point, c'est ce qu'on voit avec le VxRack Flex qui est intégré dans nos solutions VCE. Donc le but, c'est très simple, c'est d'avoir quelque chose, donc de profiter en fait de l'ensemble des bénéfices dont je viens d'expliquer, du software defined storage et du reste, mais d'une manière vraiment simple, dans le sens où je veux quelque chose qui soit prévu en usine, intégré en usine, qui a été à la base, au départ, complètement pensé pour fonctionner avec des applicatifs de tout type, qui soit supporté, managé et là, un cycle de vie. Tout ça doit être géré en fait par une seule et même personne, c'est-à-dire pas le client, mais EMC, Dell EMC dans ce cas bien précis. Donc on va voir qu'on a différentes configurations possibles et qui offrent en fait globalement les mêmes types de nœuds, parce qu'on est sur les mêmes que les Scale.io Ready Node, mais c'est surtout déjà donc, dans un seul et même rack, on va pouvoir offrir une solution pré-packagée, clé en main pour tout ce qui est IaaS et qui va pouvoir justement évoluer, qui va pouvoir aussi supporter différents types d'hyperviseurs d'OS et également différents types de médias, et donc vraiment avoir quelque chose de simple, de racké qui arrive dans mon data center et de clé en main. Donc le hardware, c'est exactement ce qu'on avait dans les Scale.io Ready Node, sauf qu'on va y ajouter en plus tout ce qui est réseau top of rack pour tout ce qui est accès réseau est-ouest et nord-sud à l'intérieur du data center. On va aussi intégrer tout ce qui est notion de spine leaf à l'intérieur de ce data center, justement pour faire évoluer et scaler de rack en rack. Derrière, d'un point de vue software, on va pouvoir avoir tout ce qui est hyperviseur VMware, donc de la 5.5 jusqu'à la 6, mais aussi supporter tout ce qui est OS bare metal. Et donc, on va pouvoir intégrer Hyper-V, KVM, Windows 2008, 2012, CoreOS, Ubuntu, SLES, CentOS, Red Hat. Donc vraiment un panel extrêmement large d'OS disponibles. Et bien sûr, là-dedans, ce qu'on va offrir, en fait, c'est une seule interface de management pour toute la stack Software Defined Storage, réseau, et cycle de vie aussi du hardware des serveurs, des mises à jour et des déploiements de nouveaux nœuds qui pourraient être intégrés dedans. Donc voilà rapidement comment ça se décline dans un rack. Donc vraiment très simple, c'est les switch top of rack, les nœuds d'expansion, les nœuds de base où on commence à 4 nœuds minimum dans l'architecture, parce que Scale.io nécessite 3 nœuds de par son architecture de base. Derrière, on va récupérer, plutôt intégrer les avantages de cette fusion avec Dell et EMC, donc notamment le fait d'avoir changé les nœuds à l'intérieur qui donc maintenant sont en Dell, donc en R630 et R730, et donc qui vont nous permettre d'offrir, comme je disais tout à l'heure, le plus de choix possible d'un point de vue aussi bien économique, performance que disponibilité. Donc dedans, on va aussi, comme je disais, intégrer la partie networking, donc la possibilité de gérer, d'offrir le réseau, parce que c'est un des points les plus importants, notamment dans la partie hyperconverge ou dans la partie SDS, c'est que tout ce qui existait en SAN, il faut bien le faire transiter quelque part, et donc bien sûr, on a besoin d'un réseau
performant et d'un réseau qui soit designé pour justement des infrastructures totalement scalables et qui soit qui répondent aussi bien à des besoins présents qu'à des besoins futurs. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat avec Cisco aujourd'hui et bien sûr euh, d'autres constructeurs demain. Donc un des points aussi importants, c'est toute la suite de management qui est intégrée directement dans VCE, donc dans VxRack. Donc aujourd'hui, on va avoir tout d'intégré, donc des différents outils de management. Donc VCE Vision qui va permettre en fait d'avoir une vue complète de son architecture VBlock, VxRack ou VxRail à l'intérieur, et donc qui va pouvoir monitorer en fait tous les systèmes qui sont intégrés dedans, et donc avoir une vue rapide de l'état de santé de l'ensemble de son architecture, tout en maintenant derrière, tout en s'assurant derrière de la compliance d'un point de vue RCM, donc c'est-à-dire tout ce qui est mise à jour et corrélation entre les différentes versions de firmware et d'OS qui sont supportées. Bien sûr, l'intégration avec VMware vCenter, mais avec d'autres aussi, comme du SCVMM pour tout ce qui est environnement Hyper-V ou pourquoi pas OpenStack, et derrière toute la gestion de Scale.io qui est intégrée pour la partie stockage. Donc ce que l'on peut voir, c'est que le changement est aujourd'hui, il est déjà là. C'est pas demain que ça va arriver, c'est vraiment déjà présent au sein des entreprises. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que les infrastructures de software defined vont vraiment exploser d'ici à 2019 et qu'elles vont représenter vraiment quelque chose d'important en termes d'architecture dans les data centers, que les capacités de stockage seront supérieures à 50%, les capacités de stockage hébergées sur des architectures hyper convergées ou software defined storage vont dépasser 50% des stockages déployés dans le data center, et que 48% aujourd'hui des leaders du stockage investissent, et même plus que ça en fait, je dirais, sont moteurs dans tout ce qui est solution de software defined storage. Et vu que ce changement est déjà présent depuis un moment, bien sûr, on a un certain nombre de clients qui utilisent déjà ce genre de solution et non des moindres. Typiquement SAP, Swisscom, qui a vraiment un très gros projet de cloud basé sur différents hyperviseurs, Verizon également, Deltares, qui est plus dans le monde du HPC, SAP, donc comme je dis, Atos, donc aussi bien du hosting que des clients qui font tourner des bases de données, des applications critiques, que des clients qui font tourner des applications dites modernes. Et donc pour finir, qu'est-ce que va délivrer Scale.io? Alors, bien sûr, ce sont des chiffres et il faut les prendre tels quels. Donc on va délivrer à minima jusqu'à plus de 8 fois des meilleures performances, 8 fois supérieures à du SANS traditionnel. Le fait de pouvoir avoir une scalabilité massive à plusieurs milliers de nœuds, le fait d'avoir 50% d'efficacité par rapport à de meilleure efficacité par rapport à du SAN, dans le sens où on casse les silos, il n'y a plus de silos, on utilise du building block standard au sein de son data center, et aussi le fait qu'on va réduire son coût de possession du fait qu'on est basé sur de la communauté et non plus sur du hardware spécifique. Donc pour finir, quels sont les next steps? Ce que je vous propose, c'est justement d'aller pouvoir tester cette solution, parce que cette solution est totalement disponible en ligne, elle est utilisable free et frictionless, donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser de manière totalement libre dans votre infrastructure de développement, et non pas de production. Et donc vous pouvez aller sur le site delemc.com/scale.io ou /vxrack en fonction des différentes solutions que vous souhaitez regarder. Vous pouvez le télécharger et enfin joindre notre communauté pour voir et discuter avec nos experts dont je fais partie. Donc merci à tous pour ces 45 minutes passées ensemble, et j'espère à bientôt pour discuter pour discuter plus longuement sur la partie Scale.io et comment intégrer ça dans le data center de demain.